Bonjour et soyez les bienvenus dans l'émission qui vous emmène chaque jour en balade. Bienvenue dans Xenius. Aujourd'hui, au cœur d'une forêt du Brandebourg, loin de toute connexion Internet possible. L'endroit idéal pour aborder notre sujet du jour, la cyberdépendance. Quels sont les dangers d'une consommation excessive d'Internet? Même en pleine nature, nous ne pouvons nous empêcher d'aller faire un tour sur la toile. Pour nous orienter en forêt ou en montagne, nous utilisons notre GPS. Parfois, nous publions même des photos de nos escapades sur les réseaux sociaux ou allons consulter nos emails. C'est vrai, mais aujourd'hui, nous allons, enfin surtout Pierre, prendre sur nous et tenter de rester toute une journée offline. Il est vrai que Dörte et moi passons énormément de temps sur le web. Peut-être même parfois trop. Mais heureusement, nous arriverons encore à nous contrôler et à nous déconnecter de temps à autre. Certaines personnes, en revanche, sont devenues totalement addictes à Internet. Je joue à Rift, le monde de Telara. Le but du jeu, c'est de vaincre Regulus, un être maléfique qui cherche à asservir le monde. Ihr habt den Willen von Lethes schreiend in den Seelenstrom gesandt. Je jouais en moyenne 10 à 14 heures par jour. Au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus m'arrêter et que c'était devenu un problème. L'Allemagne compte environ 560 000 cyberdépendants. D'après une étude menée par le ministère de la Santé allemand, environ 1% de la population âgée entre 14 et 64 ans est accro à Internet. D'après les spécialistes, la France connaît le même phénomène, mais aucun chiffre officiel n'existe à ce jour. La cyberdépendance est présente dans le monde entier et touche plus les adolescents que les adultes. Une étude menée par des chercheurs de Hong Kong a révélé qu'environ 6% de la population mondiale ne contrôle plus sa consommation d'Internet. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo à l'âge de 15 ans. Au début, je ne jouais que 2 ou 3 heures par jour et pas tous les jours. Puis j'ai débuté une formation de menuisier. À l'époque, j'arrivais encore à me contrôler. Je suis devenu accro aux jeux vidéo quand ma copine m'a quitté alors qu'elle était enceinte de 3 mois. Ça a été vraiment un choc psychologique pour moi. C'est comme ça que je me suis évadé dans le monde virtuel. Ça a été comme un déclic, une échappatoire pour me sentir mieux et ne plus penser à mes problèmes. Il existe différentes formes de cyberdépendance, en particulier chez les jeunes. Les garçons se laissent plus facilement entraîner par les jeux de rôle en ligne, tandis que les filles sont plus actives sur les réseaux sociaux, où elles enchaînent les discussions et renouvellent leurs photos et statuts à longueur de temps. Sur la toile, garçons et filles trouvent tout ce que les adolescents recherchent. L'acceptation par les autres, les compliments et la reconnaissance. Le tout en quelques clics. Grâce aux jeux vidéo, je me suis rapidement senti valorisé. J'avais l'impression d'appartenir à une communauté, d'être en famille. Tout cela était très agréable. J'étais entouré de personnes avec qui j'étais sur la même longueur d'onde. Et ça me faisait du bien. Je n'avais presque plus aucun contact avec le monde extérieur. Par moments, j'en avais quand même marre d'être enfermé entre 4 murs. Alors je sortais pour aller faire quelques courses. Mais je m'imposais toujours une limite de temps. Si je n'avais besoin que de 2 ou 3 bricoles, il fallait que ça aille vite et je n'y consacrais pas plus de 10 minutes. Pour les achats plus importants, une demi-heure me suffisait. Je voulais que ça me prenne le moins de temps possible pour pouvoir me réinstaller rapidement devant mon ordinateur et me remettre à jouer. À ce jour, la cyberdépendance n'est toujours pas reconnue comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé, bien que nombre de spécialistes s'en inquiètent. L'addiction aux jeux en ligne, le désintérêt pour les études ou le travail, le manque d'appétit, la négligence de l'hygiène corporelle ou encore la rupture avec les proches sont autant de symptômes propres à la cyberdépendance. Ceci dit, passer de longues heures sur la toile n'entraîne pas forcément une addiction, car l'ordinateur et Internet font désormais partie intégrante du quotidien, notamment pour les adolescents. Toutefois, la prudence reste de mise.
Je me suis dit qu'il fallait que ça change quand je me suis rendu compte que je commençais vraiment à me laisser aller, à végéter. Mes amis et ma famille ont dû me secouer les puces à plusieurs reprises avant que je me décide enfin à me remettre dans le droit chemin. Il y a 5 ans, je suis allé dans un centre de désintoxication à Berlin, Lost in Space. J'ai tout de suite fait comprendre au psychologue qui s'occupait de moi que je ne voulais pas suivre une thérapie de groupe pendant 3 ans, mais que je préférais employer la manière forte en entamant tout de suite une cure de désintoxication. Durant ces 4 dernières années, j'ai essayé de contrôler mon addiction au jeu et je m'en sors plutôt bien. Mais aujourd'hui encore, dès que je dois faire face à un problème, et il suffit d'un petit rien, tout bascule sans que je m'en aperçoive. Je baisse les bras et je vais me réfugier à nouveau dans le monde virtuel. La cyberdépendance est donc bien une maladie à prendre au sérieux. Pierre et moi allons maintenant rencontrer une jeune femme qui propose un programme de désintoxication numérique. Celui-ci ne s'adresse pas aux cyberdépendants, mais aux personnes qui passent trop de temps sur Internet. Madame Diep, en général, quel est le type de personne que vous recevez? Il peut s'agir d'étudiants qui restent connectés sur Internet jour et nuit au lieu d'étudier leurs cours. Et nous avons aussi, par exemple, des salariés qui sont envoyés par leur employeur pour apprendre à mieux gérer le temps qu'ils consacrent à leur messagerie. En quoi consiste votre programme au juste? L'un des points essentiels du programme, c'est bien sûr la confiscation de tous les appareils électroniques, smartphones inclus. Je vais donc vous demander de me remettre vos téléphones portables. Oh non! À quoi cela va servir? Même si je me passe de mon portable toute une journée, j'aurai d'autant plus besoin de consulter mes emails ce soir. Dans le meilleur des cas, vous aurez appris à vous déconnecter pendant toute une journée et à vous créer un petit îlot de tranquillité. Pour cela, il ne faut pas hésiter à se rendre injoignable de temps en temps. Si votre emploi du temps le permet, nous vous conseillons aussi de fixer des plages horaires pour consulter vos emails. Vous pouvez par exemple les vérifier une fois le matin, et une autre fois dans l'après-midi. Moi, j'aimerais aussi savoir comment on peut passer moins de temps sur Internet chez soi. Pour cela, vous allez avoir besoin de ça. Un réveil! C'est bien comme ça que ça s'appelle. Mais j'ai déjà un réveil sur mon smartphone. Oui, le problème est justement là. Le fait de régler le réveil sur votre portable peut vous inciter à aller sur Internet et à surfer pendant 1 heure au lieu de vous reposer, alors que vous en avez besoin. Nous sommes en plein cœur de la forêt et vous êtes en possession de nos smartphones. Qu'allez-vous en faire, les enterrer? Nous allons maintenant passer aux choses sérieuses, vous allez voir. Suivez-moi. Bonjour. Notre spécialiste de la vie sauvage, Bastian Barucker. Ok, bonjour. Un spécialiste de la vie sauvage? Il vous a concocté un programme très particulier. Je vous laisse avec lui. À tout à l'heure? Oui, on se voit plus tard. Vous gardez nos téléphones? Oui, je les garde. Amusez-vous bien. À plus tard. Alors, quel est le programme maintenant? Nous allons aiguiser vos sens au sein de la forêt qui nous entoure et tenter d'entrer en harmonie avec la nature le temps de notre excursion. Ok, Pierre et moi allons donc jouer à Hansel et Gretel dans la forêt, c'est ça? Se reconnecter au monde réel, voilà justement le problème des personnes dépendantes à Internet que nous allons vous présenter maintenant. Le matin, à peine levé, je m'installais devant mon ordinateur jusqu'à ce que je tombe de fatigue et que je retourne au lit. Voilà à quoi ressemblaient mes journées. Je n'ai pas le bac. J'ai lâché l'école en seconde parce que je préférais passer mon temps devant mon ordinateur. Je me levais vers 8 ou 9 heures du matin et j'allumais mon ordinateur. Ensuite, je me préparais un café et je retournais devant mon écran jusqu'à la fin de la journée. De temps en temps, je m'occupais de ma fille quand elle se mettait à pleurer. Pour Jens et Marc, l'ordinateur est devenu une véritable drogue. Aujourd'hui, il leur est difficile de parler de leur addiction. C'est pourquoi Marc préfère rester anonyme. Tous deux ont le même objectif, vaincre leur dépendance à Internet.
Dans certains cas, il arrive que les individus accros à leur ordinateur soient contraints de séjourner à l'hôpital. En règle générale, leur addiction a tellement d'emprise sur leur quotidien qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes et qu'ils ne sont plus capables de gérer leur vie seuls. Tim Alderink est psychologue à l'hôpital de Bad Bramstedt. Il s'est spécialisé dans le traitement des cyberdépendants et a développé une méthode censée aider les patients à retrouver leurs repères au sein du monde réel. Dans un premier temps, nous nous intéressons aux symptômes en lui-même, à l'utilisation excessive de l'ordinateur. Puis, nous essayons de déterminer le fond du problème. Personne ne va utiliser son ordinateur plus de 12 heures par jour, au point de s'en rendre malade et de saturer, s'il n'y a pas d'autres problèmes sous-jacents. Cela peut être le manque d'estime de soi ou les phobies sociales. Certains patients ont aussi été victimes de harcèlement moral ou ont vécu des expériences malheureuses et n'osent donc plus se confronter au monde réel. Jens a 20 ans et suit une thérapie depuis 1 mois. Son addiction a débuté lorsqu'il était en 4e et a pris de telles proportions qu'il ne communiquait plus avec ses amis que via son ordinateur. Lors de ses séances de psychothérapie, le jeune homme peut parler ouvertement de ses problèmes et retisser peu à peu des liens avec le monde extérieur. Je n'arrive plus à communiquer avec les autres. Et c'est justement ce que j'essaie de réapprendre ici. On cohabite à plusieurs, on se réunit, on fait des activités ensemble et on discute. Ça m'aide vraiment. Une partie de la thérapie consiste aussi à vivre des expériences inédites au sein du monde réel. Par exemple, en pratiquant un nouveau sport tel que le tir à l'arc. Une activité censée aider les patients accros à leur ordinateur à vivre des moments intenses sans être virtuels. Le tir est ouvert. Le tir à l'arc permet au patient de focaliser son attention, de rester concentré et de vivre des expériences valorisantes au sein du monde réel. Pour pouvoir se sentir à nouveau vivre, il doit mettre progressivement tout son corps à contribution. À l'origine, Marc était un garçon très sportif. Mais ces dernières années, il s'est complètement laissé entraîner par les jeux de rôle en réseau. Aujourd'hui, il éprouve du plaisir à pratiquer le tir à l'arc. Les jeux de rôle servent en quelque sorte à combler un manque et à se mettre en valeur. Quand on pratique le tir à l'arc, on peut se comparer aux autres et on se rend compte assez rapidement des progrès qu'on fait. C'est un petit brin de reconnaissance au sein du monde réel. Se reconnecter à la réalité, un véritable défi à relever pour les cyberdépendants, car la plupart d'entre eux accordent plus d'importance à leurs personnages fictifs, dits avatars, qu'aux personnes réelles. L'avatar est un personnage qui a accompagné le cyberdépendant pendant des mois, voire des années. Ce dernier a donc investi beaucoup d'émotions, de temps, mais aussi d'argent dans son avatar. Pendant des années, ce personnage a été son point de repère, son référent. Et quand le patient se rend compte qu'il va devoir faire le deuil d'un élément important de sa vie, avec lequel il a passé beaucoup de temps, on peut tout à fait comprendre qu'il ressente un manque et vive cela comme un deuil. En général, pour accompagner le patient, nous pratiquons une sorte de rituel pour faire disparaître définitivement son avatar. Pour cela, nous nous rendons ensemble dans la forêt et nous brûlons symboliquement son personnage. Lors de ce rituel, il est important que le patient accepte ses propres émotions, comme pour un travail de deuil, afin qu'il puisse faire ses adieux à son avatar. Cela fait maintenant 1 mois que Marc et Jens suivent une thérapie à l'hôpital. Ils vont devoir y séjourner encore 4 semaines. La désintoxication numérique est un processus lent, mais chaque étape de la thérapie est indispensable pour éviter toute rechute. Des séances d'ergothérapie incitent le patient à créer quelque chose de ses propres mains, sans ordinateur, avec de la glaise par exemple. Mais à l'issue de la cure, le risque de rechute est élevé, car des ordinateurs, il y en a partout. L'objet d'addiction potentielle est omniprésent. L'un des éléments importants de la désintoxication numérique est l'utilisation d'une échelle dite de graduation. Dans le cadre d'un contrat d'engagement volontaire, les patients doivent ainsi auto-évaluer leur risque de rechute vis-à-vis de leur ordinateur et d'Internet à l'aide d'un code couleur. Le rouge s'applique aux activités en ligne qui présentent un risque addictif si élevé pour le patient qu'il préfère les éviter pendant un certain temps. Le jaune indique les activités Internet qui induisent un risque important de rechute. Et enfin, le vert signale une utilisation d'Internet qui n'est pas considérée comme problématique par le patient. Il s'agit par exemple d'une utilisation des services de banque en ligne.
Et pourtant, 50% des patients cyberdépendants finissent par rechuter. Difficile de se reconnecter à la vie réelle après s'être réfugié de longs mois au sein du monde virtuel. Mais Jens et Mark ne comptent pas se laisser décourager par les statistiques. Les deux jeunes hommes sont bien décidés à trouver enfin un moyen de se débarrasser définitivement de leur addiction. Nous voici de retour en plein cœur de la forêt où nos smartphones nous ont été confisqués à Dörte et à moi. Du coup, j'ai l'impression d'avoir perdu tout sens de l'orientation. Nous sommes heureusement en compagnie de Bastian Barucker, un spécialiste de la vie sauvage. Vous nous disiez tout à l'heure que nous allions apprendre à aiguiser nos sens ici. On peut en savoir un peu plus? L'un d'entre vous va devoir se bander les yeux puis se laisser guider par l'autre. Vous allez donc former un binôme et vous diriger vers un des arbres qui nous entourent. Oh, super! Vous allez ensuite toucher, renifler cet arbre. Pourquoi pas vous frotter à lui. Puis vous reviendrez ici en faisant quelques détours. Vous pourrez alors ôter l'écharpe et devrez réussir à retrouver cet arbre à l'aide de vos yeux. Cet arbre-là, précisément. Je peux la retirer? Oui, bien sûr. Plein de lumière là. C'est celui-ci, non? J'ai eu de la chance. Ce bout de branche saillant m'a bien aidé. Je l'avais remarqué. Et là, j'avais aussi senti une branche. Bravo, Pierre! Et voilà. Pas mal! Top là! Je vais maintenant vous renvoyer faire un tour dans la forêt, chacun de votre côté. Vous allez chercher un endroit dans les environs qui vous plaît, vous y installer, observer autour de vous, rester silencieux, écouter, épier et toucher tout ce qui vous entoure. Je vais ensuite imiter le cri d'un oiseau, en l'occurrence celui du corbeau. Ce sera le signal pour vous dire de revenir. Génial. Amusez-vous bien et à tout à l'heure. Oui, à plus tard. À tout à l'heure. Vous voici de retour. Oui, on n'était pas pressé de revenir. Oui, c'est vrai. Alors, ça fait quoi d'être privé de smartphone? Ah, c'est vrai que c'est notre thème du jour. Je l'avais presque oublié. C'est ça, ne pas être joignable. Qu'avez-vous ressenti? Je dois avouer qu'en pleine nature, ça ne m'a pas manqué. Oui, je dirais même que ça m'aurait dérangé que mon téléphone se mette soudainement à sonner dans ma poche. Vous avez relevé le défi avec bravoure. Merci. Et bien sûr, je n'oublie pas de vous rendre ce qui vous appartient. Voilà vos smartphones. Merci. Je ne vais pas le rallumer tout de suite. Et moi, je vais m'empresser de l'enfouir au fond de mon manteau. Bonne idée. On ne peut évidemment pas se passer totalement d'Internet au quotidien, et ce n'est pas non plus le but recherché. Il s'agit juste d'essayer de se déconnecter du web de temps en temps. Par exemple, en allant faire une balade en forêt, ou bien en cuisinant un soir avec des amis. Il est vrai que quand nous sommes en famille ou entre amis, nous avons tous la mauvaise habitude de rester collés à nos smartphones pour surfer sur Internet. Et nous sommes donc moins attentifs à notre entourage. Mais le fait de surfer sur le net a-t-il un impact sur notre cerveau? Voilà un sujet qui fait débat au sein de la communauté scientifique. Publier en vitesse un message ou une photo sur les réseaux sociaux, visionner une vidéo, envoyer un email, consulter une encyclopédie en ligne, Internet est une véritable usine numérique qui tourne en continu. Plus de 3 milliards d'internautes se connectent chaque jour sur la toile.
Mais quel impact cela a-t-il sur leur santé? Les détracteurs du web craignent qu'une surdose d'Internet nous abrutisse, nous rende moins attentifs et réduise notre capacité à communiquer avec les autres. On parle même de démence numérique. Mais qu'en est-il réellement? À Berlin, nous organisons un face-à-face entre deux psychiatres renommés, Malek Bashbouge et Jürgen Gallinat. Les deux spécialistes ne voient pas les atouts et les risques d'Internet du même œil. Jürgen Gallinat s'intéresse à l'impact des jeux vidéo sur le cerveau. Sa méthode? Faire jouer des adultes pendant plus de 2 mois à Super Mario, le célèbre jeu vidéo mettant en scène le petit bonhomme à la casquette rouge. Un groupe témoin, lui, ne joue pas. La structure du cerveau des joueurs est analysée à l'aide d'une IRM. Premier détail qui saute aux yeux, la dilatation de leur hippocampe. L'hippocampe est un élément du cerveau qui nous permet de nous orienter dans l'espace. Dans le jeu Super Mario 64, le sens de l'orientation est très sollicité. Son rôle est prédominant. Or, nous avons constaté que l'hippocampe des joueurs se dilate. Il y a donc un lien entre les deux. Nous avons observé le même phénomène au niveau du cortex préfrontal, qui gère quant à lui la capacité d'anticipation. Les jeux vidéo ne nous rendent donc pas idiots et peuvent même renforcer certaines de nos aptitudes, telles que notre sens de l'orientation. Mais ces jeux ne représentent bien sûr qu'un aspect de la recherche. Malek Bashbouge s'intéresse quant à lui à l'impact des réseaux sociaux sur les internautes. Nous pensions que les personnes qui ont beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux étaient aussi très entourées dans la vie réelle et que ces deux facteurs agissaient de façon similaire sur leur épanouissement personnel. Nous avons toutefois constaté que les individus qui possèdent un grand nombre d'amis sur les réseaux sociaux sont plutôt malheureux, tandis que ceux qui ont des amis en chair et en os sont plutôt épanouis. Pour résumer, mieux vaut avoir 3 amis réels qu'une foule de relations sur les réseaux sociaux. Des études ont démontré que le cerveau est incapable d'assimiler plus de 150 relations sociales. Le nombre de Dunbar, qui indique la quantité d'amis avec laquelle une personne peut entretenir une relation stable, s'applique aussi aux internautes. Et pourtant, beaucoup possèdent des centaines d'amis sur la toile. Le réseau Internet sert en quelque sorte de disque dur externe au cerveau. Tous nos contacts y sont rassemblés, peu importe le degré d'amitié. Mais ces relations virtuelles nous apportent-elles un plus ou sont-elles un simple phénomène de mode? Une multitude de nouveaux moyens de communication a vu le jour au cours de l'histoire, et tous ont eu leur lot de détracteurs. Au XVIe siècle, le naturaliste Konrad Gessner met en garde la population contre l'influence néfaste de la surabondance de livres. Au XIXe siècle, le psychologue américain George Beard écrit que la société moderne et ses machines à vapeur, ses télégraphes et ses journaux sont la cause principale de nouvelles angoisses au sein de la population. Mais qu'en est-il des dangers réels d'Internet? Jamais un média de masse ne s'est développé à une telle vitesse. Des études le prouvent. Le web influence même notre manière de lire. Le chercheur danois Jacob Nielsen a analysé les mouvements oculaires d'internautes consultant des sites en ligne. Son étude a démontré que les pages Internet ne sont pas lues mot par mot, mais scannées par nos yeux. Internet nous pousserait-il à lire de manière superficielle? Notre cerveau est équipé pour s'adapter à certaines exigences. C'est un organe doté d'une grande flexibilité. Le réseau Internet est quant à lui un univers très complexe, auquel le cerveau peut, mais aussi veut s'adapter. En résumé, toutes les sollicitations que nous imposons à notre cerveau en modifient sa structure. Et sa capacité d'adaptation n'est autre qu'une stratégie de survie. Lorsque le cerveau atteint ses limites, il n'est plus en mesure de compenser de manière adéquate les contraintes auxquelles il est soumis. Il a donc recours à des mécanismes d'adaptation qui ne fonctionnent toutefois pas de manière optimale. On a notamment observé chez les cyberdépendants que certaines fonctions cérébrales telles que la mémoire ou l'attention avaient tendance à régresser. Peut-être sommes-nous aujourd'hui plus aptes à effectuer plusieurs tâches en même temps, mais avons tendance à négliger notre façon de lire. Les avantages et les risques d'Internet promettent d'animer encore longtemps le débat entre les chercheurs.
Une chose est sûre, l'ère du numérique ne fait que commencer. Un jour, on pourra rester connecté sur les vols intercontinentaux ou même dans les coins les plus reculés de la planète. Il va donc bien falloir apprendre à mieux gérer le temps que nous passons sur le net. Et oui, et c'est justement ce que nous avons commencé à faire. Nous avons au moins pris conscience de tout ce qui nous échappe lorsque nous sommes connectés en permanence, notamment lors d'une balade en forêt comme aujourd'hui. J'ai donc décidé à partir de maintenant de réutiliser mon bon vieux réveil qui m'indique d'ailleurs la fin de notre émission. Sur ce, je vous dis au revoir. Au revoir, à la prochaine. Restez curieux. Tu ne vas quand même pas devenir accro à ton réveil, Pierre.